Bâtiment optimisé, une émission coproduite par Radio Imo et Axéo, avec Johanna Zilberstein. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Bâtiment optimisé, l'émission coproduite par Radio Imo et Axéo qui vous donne les clés pour améliorer la gestion de vos bâtiments. Et aujourd'hui, nous allons parler de la mise en accessibilité handicapée des bâtiments, un sujet que l'on peut considérer comme acquis mais qui pourtant est loin de l'être. On va voir ça dans le détail. Alors comment garantir un projet facile à déployer, optimisé et conforme à la réglementation? Pour en parler, j'ai en face de moi Régis Loiseau. Bonjour. Bonjour Johanna. Vous êtes directeur métier accessibilité pour le bureau d'études Axéo. On va quand même rappeler que Axéo est un bureau d'études en bâtiment spécialisé notamment dans la mise en accessibilité handicapée des bâtiments. Et à vos côtés, on trouve Laure Dumoulin. Bonjour Laure. Bonjour. Vous êtes responsable de programme pour la Soleam. La Soleam, c'est la société publique locale de l'aire métropolitaine Aix-Marseille-Provence. Une société qui intervient dans le déploiement et la réalisation de projets urbains importants comme la mise en accessibilité de 548 bâtiments de la ville de Marseille. Rien que ça, c'est 73 collaborateurs et 3 métiers, l'aménagement, la construction et le renouvellement. Voilà pour les présentations, on va pouvoir attaquer la thématique du jour. Le bâtiment optimisé, le sujet du mois. Et oui, avant de décrypter ce sujet, on va quand même rappeler qu'aujourd'hui en France, 13,8 millions de Français sur les 67 millions sont touchés par un handicap reconnu. N'oublions pas que 80% de ces handicaps sont invisibles. Alors l'accessibilité à 100% à toutes les personnes en situation de handicap de tous les bâtiments recevant du public, les ERP, a été rendue obligatoire depuis 2007 dans tous les bâtiments neufs et depuis 2015 dans les bâtiments existants. Mais de retard en retard, le gouvernement s'est rendu compte en 2014 que l'objectif de 2015 ne serait pas atteint. Il a donc été mis en place l'agenda d'accessibilité programmée, l'ADAP, qui s'étale sur 9 ans. Alors aujourd'hui, nous sommes en plein dans cette période de travaux, de mise en accessibilité des bâtiments. Quels sont les pièges à éviter? Comment fluidifier et simplifier son projet? Comment l'optimiser? Nous allons y répondre avec notre expert, avec notre gestionnaire. C'est maintenant. Le bâtiment optimisé, le décryptage des experts. Et on va commencer avec une première question pour vous, Régis Loiseau. À date, où en est-on de l'accessibilité des bâtiments? Alors aujourd'hui, sur les établissements recevant du public, on a à peu près 1 million d'établissements recevant du public en France, qu'on appelle les ERP, et sur lesquels donc, on a à peu près, à date à 2020, environ 350 000 bâtiments qui sont accessibles, et à contrario, on a environ 700 000 établissements qui sont rentrés dans la démarche d'agenda d'accessibilité programmée, donc ça fait déjà un petit peu plus d'1 million, on n'a pas le chiffre exact. Et aujourd'hui, les derniers chiffres nous font ressortir qu'on n'a que 30 000 établissements qui sont sortis, qui ont été prouvés accessibles aujourd'hui à tout handicap. Donc ça a l'air d'aller dans le bon sens, mais ce n'est pas encore tout à fait ça. Exactement. On a pris effectivement pas mal de retard. L'accessibilité a été mise sur la table dans les années 75 déjà. Donc ça a pris effectivement un petit peu de temps pour une raison très simple, c'est le coût de la mise en accessibilité du patrimoine existant, puisque c'est estimé aujourd'hui à environ 30 milliards d'euros sur l'ensemble du patrimoine. Avec d'autres difficultés, c'est qu'on a beaucoup d'établissements à traiter d'un coup. Et une difficulté également qui vient s'ajouter à cela, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde pense que l'accessibilité, c'est des travaux comme les autres. Et en fait, c'est des travaux qui sont clairement différents des autres travaux qu'on fait habituellement. Alors, quelles sont ces différences ? En fait, les différences principales, c'est qu'aujourd'hui, c'est plein de petits travaux qu'on doit réaliser simultanément sur plein de bâtiments en même temps, mais sur un temps qui est le même. Quand on traite une opération à 500 000 euros, c'est différent d'avoir 10 opérations qu'on doit traiter en même temps et de 50 000 euros chacune. Il y a beaucoup de démarches administratives. Quand vous faites un bâtiment, vous avez une démarche administrative. Quand vous en faites 10, fatalement, vous avez 10 démarches administratives. Et du coup, la mise en accessibilité, on a coutume de dire que c'est de réaliser plein de travaux diffus sur un patrimoine étendu et avec un temps qui est généralement très contenu. Ça a l'air un peu compliqué dit comme ça. Du coup, quels sont les pièges à éviter dans la mise en accessibilité d'un parc? Eh bien, déjà, tout d'abord, le premier écueil, c'est de considérer que c'est des travaux comme tous les autres travaux. Parce que clairement, c'est vraiment des travaux différents. C'est le fait de faire appel à des intervenants qui sont généralistes. Il faut vraiment prendre des intervenants qui sont spécialisés. De garder aussi l'habitude qu'on a en France traditionnellement, comme sur les bâtiments neufs, de travailler avec la fameuse loi MOP de 1985 qui impose un cadre qui est très bien pour les bâtiments neufs, mais pour des petits travaux d'accessibilité évidemment,
c'est plus compliqué. Utiliser les méthodes traditionnelles, ça engendre des pertes de temps, de retard, des dépenses inutiles, des erreurs techniques, parce qu'encore une fois, ces petits travaux sont très spécifiques et nécessitent vraiment une véritable connaissance de ces éléments à traiter. Alors justement, lors du moulin, comment on fait à la Soleam pour optimiser ce processus de mise en accessibilité? Alors pour illustrer un petit peu ce que vient de dire Régis, justement... Parlez bien près du micro. Pardon. Pour illustrer un petit peu ce que vient de dire Régis, donc il y a un an, la ville de Marseille a confié à la Soleam la mise en accessibilité de 548 bâtiments, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, qui correspond à peu près à un tiers de leur patrimoine. Donc ces 548, c'est quoi? Ça part d'un jeu de boules qui se situe au Goude, mais ça va également au niveau de l'hôtel de ville, au droit de notre beau vieux port, tout en passant par une salle de spectacle des Dômes, également toutes les écoles, enfin une bonne partie des écoles de la ville. Donc vous comprenez bien que c'est un patrimoine d'une part très important, mais également extrêmement hétérogène. Et nous, notre ambition, ça a été de contrebalancer justement cette hétérogénéité en une homogénéité en termes à la fois d'action, mais également en termes de matériaux que nous allons mettre en œuvre. Pour cela, donc, nous avons mis en place avec Axéo un référentiel accessibilité, qui est un genre de catalogue dans lequel vous trouverez l'ensemble des matériaux que nous allons mettre en œuvre sur les différents patrimoines. Ça va marcher à la fois pour l'école comme la maison de quartier des différents environs de Marseille, mais également en termes d'action. On va faire à peu près la même chose dans les sanitaires de toutes les écoles. Ensuite, au niveau de la méthodologie, je ne vous apprendrai pas qu'un chantier réussi est un chantier bien préparé. C'est valable à la fois pour les constructions que pour ces petits travaux. Mais là, donc, ce chantier va se préparer un petit peu différemment, forcément. Donc là, donc, depuis un an, nous parcourons l'ensemble des ERP qui nous ont été confiés pour transformer ce diagnostic qui ont été établis parfois en 2010 en programme de travaux. Et là, donc, double objectif cette fois-ci, faire un programme de travaux qui soit à la fois compréhensible ensuite sur le chantier par les différentes personnes, par un conducteur de travaux qui ne connaît pas forcément la réglementation sur le bout des doigts. Je donnerai par exemple, nous avons aujourd'hui des diagnostics qui vous disent rendre conforme cette pente. Donc là, dans le programme de travaux, on traduit ça par faire un palier de temps par temps avec une pente de 3% par exemple. Et après, le deuxième objectif, c'est de faire un programme de travaux qui conviennent à l'ensemble, c'est-à-dire à la fois la direction des personnes handicapées de la ville, qui sont les décisionnaires dans le cadre de cette opération, le bureau de contrôle qui va nous donner l'attestation d'accessibilité à la fin de l'opération, mais également les usagers. On ne peut pas faire tous ces travaux sans eux. Et Régis, quels sont les bénéfices de cette méthode que vient de nous décrire Laure? En fait, ils sont multiples, parce que comme l'a souligné Laure, on a une vraie difficulté, c'est que quand la loi de 2005 est sortie, il y a eu deux paliers. Un premier palier de 2010 qui disait qu'il fallait faire les diagnostics, et 2015, du coup, il fallait faire les travaux. Beaucoup de maîtres d'ouvrage ont fait les diagnostics en 2010 pour répondre à l'obligation réglementaire, et finalement, les diagnostics sont partis dans un placard, et personne n'a réussi à les réutiliser, en fait, et avec toute la difficulté qu'on a aujourd'hui, puisque le diagnostic disait effectivement, il y a ce point qui n'est pas conforme, il faut traiter ce point. Donc aujourd'hui, on a besoin de mettre en place des méthodes, et la méthode qu'on emploie effectivement avec la Soleam pour la ville de Marseille, ça permet de générer une véritable culture commune sur le projet, d'avoir tous le même niveau d'exigence et de vouloir répondre à la réglementation. Ça permet de réaliser des travaux qui vont pouvoir se faire rapidement. Ça évite de s'engluer dans une situation où les usagers ont l'impression qu'on est toujours en travaux et que rien n'avance. D'un point de vue politique aussi, c'est intéressant parce que ça permet de montrer effectivement qu'on avance et qu'on permet justement de résoudre la problématique des usagers. Il ne faut pas oublier encore une fois qu'il y a 13,8 millions de personnes qui sont en situation de handicap en France. Ça permet aux entreprises aussi de les fidéliser sur la durée et d'avoir du coup des entreprises qui s'améliorent avec le temps sur des performances. Encore une fois, l'accessibilité, le sujet est ancien, mais on va dire que le métier est nouveau au final, avec pas mal de difficultés à traiter. Et vraiment, encore une fois, d'avoir des durées de travaux qui soient les plus courtes possibles. On a fait, par exemple, en travaux, une première visite sur un bâtiment au mois de juin, sur une école à Marseille, qu'on a livré travaux terminés fin août. Donc en l'espace de 3 mois, on a réalisé cette opération de travaux très rapidement, du coup. Alors, qui dit travaux dit impératifs. Quels sont-ils en ce qui concerne la mise en accessibilité des bâtiments ?
Alors, l'impératif, et on voit trop souvent cet écueil, je l'ai souligné tout à l'heure, il y a une problématique de budget aujourd'hui sur l'accessibilité. C'est plein de petits travaux à traiter simultanément et on voit régulièrement des enveloppes de travaux où on nous dit pour l'année, il y a 50 000 euros, 100 000 euros de travaux. Et généralement, effectivement, ça permet de lancer une opération, mais pas de la mener à terme. Et il y a besoin, effectivement, de pouvoir faire l'opération d'un trait pour permettre d'optimiser justement ces coûts, de faire par exemple, comme le soulignait Laure, le référentiel qui permet de choisir une bonne fois pour toutes le type de sécurisation qu'on va mettre dans les escaliers, le type de sanitaire qu'on va utiliser, et de mettre la même chose un petit peu sur tous les bâtiments, d'avoir un déploiement qu'on va appeler homogène. Ça permet évidemment de générer des économies et d'avoir une optimisation de ces euros qu'on va devoir investir. Ça permet d'intégrer également du coup toutes les contraintes, des exigences, de cadrer, homogénéiser les travaux et vraiment de formaliser les exigences qu'on veut pour les entreprises qui, encore une fois, ont du mal à connaître ces marchés d'accessibilité. Et puisqu'on parle d'exigences, Laure, quelles sont les vôtres à la Soleam ? Alors moi, si je commence à tous les lister, on est encore là demain matin. Mais je vais me restreindre aux exigences les plus importantes, à mon sens, et surtout les plus adéquates sur ce type de dossier. La première exigence, c'est de s'adapter. Comme le disait Régis tout à l'heure, on est sur deux types de travaux qui sont très particuliers. Et en plus, on va s'adapter parce que les PMR le font au quotidien. Donc ça, c'est quelque chose de très important à mon sens. Quand j'ai eu le bureau de contrôle juste après la notification qui m'avait dit que non, c'était pas possible parce que le logiciel ne pouvait pas en faire comme nous le souhaitons, c'est quelque chose que je ne peux pas entendre sur ce type de dossier. Ma deuxième exigence, c'est de réussir à appliquer la réglementation sur le terrain. Parce que c'est vrai qu'on a plein de pages, on a plein de chiffres, etc. Mais à un moment donné, pour réussir à le faire dans les écoles ou sur ces jeux de boules aussi. Je vous donnerai un petit exemple. Par exemple, les écoles maternelles. Donc les écoles, un minot doit avoir son sanitaire à une hauteur identique aux adultes. Mais vous savez bien que les sanitaires des maternelles sont un peu plus étroits. Hein, d'accord. Il faut rendre accessible. Le problème, c'est que les sanitaires adaptés n'existent pas. Donc là, on s'est tous regardés conjointement avec la direction des personnes handicapées de la ville et on a réussi à trouver la solution. Donc, encore un bel exemple d'adaptation sur le terrain. Et ensuite, ma dernière exigence, ce sera donc, j'attendrai justement de notre AMO qu'ils accompagnent les entreprises sur le terrain de façon à ce que les compagnons qui vont travailler et mettre en œuvre les différentes choses que nous sommes en train d'élaborer ensemble s'approprient et ne subissent pas la réglementation comme ils peuvent le subir parfois et comprennent pourquoi ils doivent mettre une barre de relevage à 70 plutôt qu'à 90. C'est une des difficultés qu'on voit effectivement, c'est qu'on a régulièrement le bon matériau, mais qui n'est pas positionné au bon endroit, en fait, qui va être monté à l'envers. Tout ça parce qu'effectivement, le compagnon pensait faire ce qui devait être fait, ce qu'il pensait lui judicieux, parce que personne ne lui a expliqué comment il fallait le faire à l'origine. C'est là où il y a toute cette fidélisation des entreprises qui est importante pour justement les erreurs reproduites, mais surtout pas les refaire après la sortie. C'est sûr que c'est dommage et que ça fait perdre du temps et de l'argent à tout le monde. Exactement. Merci Laure Dumoulin d'être venue témoigner dans le bâtiment optimisé. Vous allez rester avec nous et puis on va maintenant prendre le temps de répondre aux questions que vous posez à notre expert aujourd'hui. C'est Régis Loiseau. Le bâtiment optimisé, Axéo vous répond. On a reçu quelques questions pour vous, Régis. Et la première, c'est comment s'assurer que d'un bâtiment à l'autre, mes travaux ne soient pas complètement différents ? Alors, ce qui va être très important, ça ne va pas être justement de prendre plusieurs opérateurs pour faire la même chose sur des bâtiments différents. Il va falloir grouper pour mutualiser ces opérations, pour pouvoir déployer les mêmes technologies, les mêmes matériaux, les mêmes produits. Notamment, ça peut se formaliser sur un référentiel d'accessibilité dans lequel on va décrire à chaque point de la réglementation, on va aller décrire étape par étape le type de produit qu'on va retenir. Parfois, il y aura plusieurs produits retenus par rapport à des revêtements différents. Par exemple, on a des dés de marche. On va appliquer des revêtements différents si on est sur du lino ou si on est sur du béton. Mais ça permet à chaque fois, quand on a une problématique, en tous les cas, de fixer tous ensemble une solution. Et après ça, la solution, on peut la reproduire sur les différents éléments qu'on va rencontrer dès lors qu'ils sont similaires. Une autre question, quel est le bon prix pour un assistant maîtrise d'ouvrage ou un maître d'œuvre accessibilité ?
Alors, du coup, l'AMO, donc l'assistant maîtrise d'ouvrage, ou le MOE, le maître d'œuvre, en fait, ne seront pas forcément utilisés pour le même type d'opération. Comme je le disais tout à l'heure, on n'a pas forcément besoin de passer en loi MOP pour traiter un changement de cuvette de sanitaire, poser une barre d'appui, sécuriser un escalier. En général, une mission d'AMO qui sera moins onéreuse, mais plus efficace, permettra de le faire. Après ça, le MOE va également permettre des opérations plus compliquées, créer un sanitaire complet, installer un ascenseur, qui sont généralement indispensables sur certains bâtiments sur l'accessibilité. On a tendance aujourd'hui à entendre des maîtrises d'œuvre à 5, 6, 7% du montant des travaux. Et effectivement, alors quand on fait une opération à 1 million d'euros de travaux, pas de problème, on peut tenir sur des pourcentages, même si c'est déjà très compliqué. Mais sur des opérations à 50 000 euros, quand on a des maîtrises d'œuvre à 6 ou 7%, évidemment, on ne peut pas rentrer. Donc le bon prix sera celui qui sera de l'AMO ou du maître d'œuvre qui va savoir vous accompagner, qui va savoir vous écouter, prendre en compte vos contraintes, tant en termes finalement d'utilisation pour les usagers des sites, mais également du coup de la part du gestionnaire, parce qu'il y a les deux contraintes à prendre en compte. On a les usagers et on a évidemment les personnes qui vont gérer les bâtiments. En effet, si je peux me permettre de... Mais bien sûr. Je pense qu'il faut surtout regarder aux différentes références que peut avoir celui qui va nous accompagner. Le prix, au final, vous allez le retrouver en termes de travaux. Parce que celui qui a les références, qui a une certaine expérience sur les différents travaux à réaliser, va vous permettre de gagner en termes de travaux par la suite. Et on va prendre rapidement une dernière question. Nous souhaitons nous lancer dans des travaux de mise en accessibilité. Comment doit-on procéder ? Alors aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, il y a les diagnostics qui ont été faits. Avec un gros problème, c'est que bien souvent, on les a rangés dans un placard et on ne s'en est pas trop servi. Donc des diagnostics qui ont 2010, un bâtiment vit par définition. Il y a de la maintenance, il y a des opérations qui sont faites. Hélas, des fois, il y a des opérations qui sont mal faites et qui ne respectent pas forcément les règles en vigueur. Donc il est important d'avoir un état des lieux qui soit à jour et de pouvoir lancer les travaux vraiment dans la foulée. On a vu des fois des événements où on a fait une visite et 2 mois après, ce qu'on avait vu en visite avait changé par rapport au lancement des travaux. Donc l'objectif, c'est vraiment d'aller vite et de pouvoir débloquer des fonds. Il ne faut pas forcément envisager une opération trop importante, mais dès qu'on lance une opération, avoir le bon budget pour lancer la bonne opération et la terminer rapidement. Merci Régis Loiseau pour ces derniers éclairages. Merci, je rappelle que vous êtes directeur métier accessibilité pour Axéo. Merci également à notre invité Laure Dumoulin, responsable de programme pour la Soleam. Voilà pour ce 4e numéro du bâtiment optimisé. Vous pouvez dès à présent retrouver cette émission en podcast sur notre site radio.imo. Vous pouvez également retrouver toutes les émissions précédentes en podcast. N'hésitez pas à vous rendre sur notre site où vous pouvez également poser vos questions à nos experts. On se donne rendez-vous le mois prochain. Je vous souhaite une très bonne journée sur Radio Imo. Le bâtiment optimisé, une émission coproduite par Radio Imo et Axéo, à retrouver en podcast sur vos plateformes d'écoute habituelles.